avec la complicité de ceux que vous considérez comme des traîtres, les chefs d'États africains, l'Union africaine, la CEDEAO, franchement, vous pensez qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Eh oui, on peut avoir raison contre tout le monde. On a eu raison contre l'ONU, on a eu raison contre la CPI. On peut avoir raison contre tout le monde. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, vous dites la proclamation du résultat ne correspondait à aucune norme. Elle a été reconnue par tous ces gens. Eh bien évidemment, ils sont dans le complot. Sinon, mais comment est-ce qu'on peut organiser des élections et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats? Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi la proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat, parce qu'à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat, oui, mais même si ceux et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi? Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi? Parce que souvent, on a brandi, je suppose un résultat. On a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Donc, on n'en sortira jamais de cette polémique. Et c'est pour ça que le président Gbagbo, quand le problème s'est posé, il a dit, puisque c'est comme ça, recomptons les voix. Comme ça, on va voir qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé cette solution-là? Pourquoi? Vous pensez toujours aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles de 2010? Ça, j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain. Mais je suis également certaine de ce que ceux de la France, ceux de l'ONU, ceux de l'Union européenne avaient déjà décidé que c'est M. Alassane qui allait gagner les élections. Donc, ils ont tout fait pour que les résultats soient des résultats favorables à M. Alassane. Je voudrais comprendre cette notion de complot. Pourquoi M. Gbagbo avait été élu normalement en 2010? Pourquoi y aurait-il eu un complot du monde entier, de toute l'Afrique, contre un frère africain qui a été élu et qui... Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Non, mais pourquoi? Est-ce que vous avez au moins compris pourquoi on vous en a voulu à ce point? On n'a jamais voulu de nous à la tête de l'État. C'est ça qui est le vrai problème. Dès le début, depuis le temps de Fouette. Donc quoi? Donc, on a organisé les choses en conséquence. En 2010, lorsque nous arrivons au pouvoir, on n'est pas attendu. C'est une surprise. C'est une surprise. Et donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, les attaques ont commencé. N'oubliez pas, la première attaque, ça a été dès 2011. Ensuite, 2001. Ensuite, 2002. Donc, les attaques ont commencé tout de suite. 2002, le pays est coupé en deux. Et on voit les hommes défiler. On a vu les ministres français venir, aller parler avec les rebelles à Bouaké, revenir, etc. On a vu tout ça. On a vu ensuite la France organiser la réunion de Marcoussis, alors que déjà, au niveau du Togo, on était en train de trouver une solution à ce conflit interne à la Côte d'Ivoire. On a vu ça. On a vu les troupes venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso, et la France refusait de mettre en action justement les accords de défense. J'ai du mal quand même à imaginer le fait que on ne voulait pas de nous au pouvoir, ça soit autant de monde que ça. Ah ben si, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Hein. D'accord. Madame, retour à cette journée au 11 avril 2011. C'est le jour de votre arrestation avec M. Gbagbo et les personnes qui se trouvaient avec vous dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Vous racontez crûment une scène un peu difficile. Vous dites avoir été roué de coups, que vos habits ont été déchirés et que c'est quasiment dénudé que vous êtes arrivé
à l'hôtel du Golfe. Ça C'est s'est ça. passé ainsi. Ça s'est passé ainsi. Un fait peut paraître un peu anecdotique, mais il m'a frappé. Au milieu de ce tumulte, il y a un homme, un soldat FRCI, qui vous est venu en aide. Il vous a aidé à vous relever alors que vous étiez au sol en train d'être frappé. Et il vous a protégé jusqu'au véhicule qui allait vous emmener vers le Golfe. Mais alors, une fois arrivé au véhicule, il vous a demandé de l'argent. Et quelle a été votre réaction? Ben, je lui ai donné ce que j'avais. À savoir? J'ai dit, ben, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas mon sac. Mon sac, quand même, a été déjà enlevé. Je n'ai rien. Il me dit, mais vous avez encore quelques bijoux. Et effectivement, j'avais une chaîne au cou, j'avais une montre au bras, et puis j'avais une chaîne au poignet droit. Donc, je les ai enlevés. Mais vous dites, après tout, ben, c'est de bonne guerre et c'est mieux que ce soit lui que les autres. Ah ben oui, parce que Tant de qu'à toute faire, façon, ça m'aurait été arraché plus avant. Donc, Ouais. autant Puisqu'il vous a de quand lui même, donner. il vous a quand même aidé. Il Oui. vous a quand même aidé. Quand Ouais. même aidé. Vous arrivez donc à l'hôtel du Golfe, où vous restez 11 jours. 11 jours. Et à l'hôtel du Golfe, vous avez bien été traité. Oui, à l'hôtel du Golfe, on a été reçus dans une suite. Mhm. On y a vécu à plusieurs dans cette suite-là. Mhm. Bon, on nous apportait à manger. Mhm. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là, quand vous étiez, bon, on peut dire prisonnière, bon, c'était au Golfe, le président Ouattara était peut-être un étage ailleurs. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? La colère, la rancune, la haine, le dépit, je ne sais pas. Il y avait tout ça. Il y avait la colère, il y avait le dépit, il y avait la souffrance, puisque physiquement, j'ai été quand même battue. On m'a arraché les cheveux et tout ça, donc il y avait tout cela. Et puis j'avais des amis qui étaient avec moi, qui avaient été blessés. Certains ont été beaucoup plus blessés que moi. Il y en a qui ont reçu des balles, etc. Il fallait se débattre pour qu'ils viennent soigner les blessés. Et puis nous avions nos enfants qui étaient avec nous. On ne savait pas trop où les enfants étaient. Il fallait les retrouver, etc. Et il fallait négocier pour que tout ce personnel-là qui nous servait à la résidence et qui avait été amené avec nous à l'hôtel du Golfe soit libéré et puisse partir. Donc, en même temps, on se battait pour obtenir un minimum de libération pour le personnel qui était avec nous. En même temps, il fallait se battre pour manger quelque chose d'assez décent. En même temps, il fallait chercher... Alors, vous dites que le président Ouattara n'est pas venu vous voir, mais vous avez quand même reçu la visite de quelques personnes. On a reçu la visite de principalement 2 personnes. Le président actuel du Sénat, M. Aoussou Jano, qui est venu avec M. Djedje Madi, également du PDCI. Ce sont les 2 qui sont venus nous saluer. On a parlé avec eux. Vous réconfortez peut-être? Oui, bon, ils voulaient voir un petit peu dans quel état on était, etc. Alors, je l'ai dit, vous êtes resté. Les chantiers avaient démarré depuis. Lui, il est venu achever. Mais ce sont des choses qui avaient déjà démarré. Alors, revenons aux événements de 2011 et commençons par le début de votre récit. Lors de votre arrestation le 11 avril 2011, vous viviez depuis plusieurs jours dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Comment s'organisait la vie dans des conditions de promiscuité? Parce qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes avec vous, et puis sous les bombes. Comment vous organisiez? Ça n'a pas été une chose très facile. Alors, nous sommes descendus dans le sous-sol à partir du moment où les bombes ont commencé à être, n'est-ce pas, à éclater sur nos têtes. C'est-à-dire à partir du fin... Nous étions en décembre. C'est en mars, hein? Nous étions en mars, oui, c'est ça. Fin mars. C'est ça. Fin mars. C'est là que vous descendez dans le sous-sol. C'est là que nous descendons dans le sous-sol. C'est là que nous descendons dans Et le sous-sol. pour le ravitaillement? Et à partir de ce moment-là, pour le ravitaillement, ça n'a pas été facile. Les marchés ne fonctionnaient plus, même dans la ville d'Abidjan. Quelquefois, il fallait aller jusqu'à Bingerville pour s'approvisionner. Et quelquefois, on était obligé d'utiliser les soldats qui partaient
avec les véhicules blindés pour aller faire les achats. Quelle était l'ambiance dans ce lieu où il y avait des personnes qui vous étaient proches, politiquement bien évidemment, mais il y avait des civils, des militaires, des administrateurs. Oui. Est-ce que, il y avait, à la fin, nous nous sommes retrouvés à environ 400 personnes. 400. À 400 personnes dans ce lieu-là. Il y avait les soldats de la garde qui étaient là, le GSPR qui étaient là. Il y avait des politiques. Est-ce qu'il y avait de la peur? Il y avait du stress, ça c'est certain. Il y avait du stress, il y avait de l'anxiété. Il y a eu de la peur, ça il faut le dire. Je vous donne un exemple, que j'en parle également dans le livre. Lorsque l'incendie s'est déclenché, un incendie qui s'est déclenché parce que les véhicules qui étaient garés à côté du bâtiment où nous étions abrités ont brûlé, ont pris feu parce qu'il y avait des munitions, etc. Et quand la bombe est tombée sur ces véhicules-là, les munitions se sont embrasées, ont explosé, etc. Et ça a fait exploser la vitre du bâtiment. Alors, à ce moment-là, eh bien, nous étions dans le feu. Il fallait éteindre le feu. Il fallait éteindre qui était en train de se propager. Voilà. Vous battez en brèche, d'ailleurs, au passage, l'idée qu'il y ait eu un bunker dans le sous-sol. Il y avait, c'est pas ça. Non, c'était pas un bunker. C'était pas un bunker, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est très bien construit. Et dans le sous-sol, il y avait tout un espace pour les tuyauteries, etc. C'est là-bas que nous nous sommes réfugiés. Voilà. Vous confirmez qu'à l'intérieur de la résidence, dans ces heures difficiles, la religion avait une place prépondérante. Oui, quand vous êtes dans une telle ambiance, naturellement, vous priez. Vous priez pour que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Mais vous dites que, j'allais dire, Dieu vous envoyait des messages à travers des textes bibliques. Oui. Et par exemple, j'ai noté, le 11 avril, le jour même de votre arrestation, vous racontez qu'un texte biblique vous a fait comprendre que Dieu lui-même a voulu cette guerre. C'est pas le jour même, c'est la veille. La veille, pardon. La veille, oui. La veille, nous avions fait c'était un dimanche, donc nous avions fait le culte. Et puis, dans mes prières, dans mes lectures, j'ai vraiment communié avec le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, qui parle de l'histoire de l'agression. Que vous décortiquez. Oui. Mais bon, ça paraît quand même étrange. Et surtout, on se dit, mais alors pourquoi Dieu a voulu cette guerre? Mais Dieu veut toujours la guerre ou pas la guerre selon son plan. Selon son plan. Et là, ce que nous était décrit, c'est que ce pays a été attaqué par des hommes, par des structures, par des équipes, par même des hommes politiques d'autres régions qui convoitaient. Voilà. Oui, mais si c'est selon le plan de Dieu, c'est qu'il n'était pas très favorable à vous alors. Comment vous interprétez ça? Je ne dis pas que c'est selon le plan de Dieu. Je dis que ce sont des choses que Dieu laisse faire. Ce n'est pas parce que il ne nous soutient pas. Mais peut-être qu'effectivement, il veut nous donner une leçon. Et j'en parle même dans les livres. Il faut passer par certaines épreuves. Quelquefois. Vous confirmez également être de ceux qui, dans l'entourage du président Gbagbo, l'ont encouragé à tenir, même après la proclamation du résultat en faveur de M. Ouattara, à ne pas se rendre comme d'autres le pressaient de le faire, parce que c'était, vous le dites, aussi la volonté de Dieu. Vous vouliez qu'il tienne. Mais oui, parce que la proclamation de la victoire de M. Ouattara, c'est quelque chose d'indigne. Je suis désolé. Mais ça ne répondait à aucune norme, ni à aucune règle. Ça ne répondait surtout pas aux règles de la République de Côte d'Ivoire. Et ça ne répond même pas aux règles de l'ONU. Donc c'est un coup d'État flagrant que des gens sont venus faire chez nous. Donc ça, c'est une position politique. C'est une position que vous avez, qui n'est pas partagée par le monde entier d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire là? Pourquoi Dieu vous dit qu'il faut tenir? Non, Dieu a dit qu'il faut tenir, ça il y a longtemps.
C'est pas juste à ce moment-là. D'accord. J'explique que quelques années plus tôt, j'avais moi-même, dans mes prières, reçu quelque chose. J'appelle cela le viatique dans le livre. J'avais reçu une vision qui montrait que nous allions passer par un certain nombre d'épreuves et que dans ces épreuves-là que nous allons vivre, nous allons avoir besoin de tenir, de rester fermes. Parce que la volonté de Dieu, là, c'était que nous restions fermes à ce niveau-là et que lui allait intervenir. Est-ce que vous avez le sentiment, madame, que d'une manière ou d'une autre, le président Gbagbo vous en a voulu de ce jusqu'au boutisme que vous aviez? Lui, il semble avoir un peu hésité. Tout le monde hésite. Même moi, j'ai un petit peu hésité avant de me déterminer. Tout le monde hésite. Mais est-ce qu'il m'en a voulu? En tout cas, s'il m'en a voulu, il ne m'en a pas parlé. On a eu un débat. S'il m'en a voulu, il l'aurait dit. S'il n'était pas d'accord, il l'aurait